le canal VAD, vente à distance, c'est un petit peu le terme qui avait été mis en place il y a 15 ans, qui est un terme un peu obsolète maintenant, par plus de distribution sur les sites e-commerce. Alors c'est le canal B2B2C, c'est pas notre site e-commerce en propre. Donc là, je vous ai. Alors en préambule, j'ai préparé, c'est juste un petit topo pour parler du marché e-commerce de mobilier. Alors là, c'est quelques tendances par pays, c'est du cours à la croissance. Alors c'est un graphe que je trouve sur jamais sur les stats allemandes, voilà, qui montre la Chine, mais on voit bien la croissance entre 2017 et 2021, c'est une croissance qui est énorme. Là, on est sur le mobilier et la maison. Sur le e-commerce, on prend focus sur le meuble. En 2018, donc le e-commerce, c'est 12% des ventes qui sont faites sur le canal e-commerce, sur un périmètre de 10 milliards d'euros. Sur l'Allemagne, on est à 14%, pour un périmètre à 12 milliards, et ce volume de 12 milliards, il va rester flat en fait. Donc c'est vraiment le canal e-commerce qui va grossir. D'ailleurs, on voit la croissance était de 12,5% versus 1,2% pour retail. Et c'est une croissance qui a été très forte, là, qui est à plus 16, plus 19, et qui commence un petit peu aussi à payer sur le e-commerce, parce que c'est pas si simple que ça de vendre du mobilier. Donc déjà, cette forte croissance du e-commerce en mobilier, elle s'explique par l'évolution des comportements d'achat. Donc ça, c'est un facteur qui est commun à tous les secteurs. Par contre, pour le mobilier, avant, on avait des monopoles de Ikea, de Conforama, c'était plutôt des grandes enseignes. Sont arrivés des pure players, donc on a une typologie de pure players qui s'est diversifiée. Donc d'abord des multimarques, comme par exemple avec le design, qui fait ses 20 ans cette année, de la maison par Armel. On a les sites de vente privée, donc notamment vente privée qui a le secteur maison mobilier qui est devenu très très fort, chez la Redoute aussi. On a ces marketplaces type Amazon, Mano. On a des plateformes communautaires qui deviennent aussi des plateformes de vente commerciales comme Ooze, on a diverses. On a des moteurs de shopping, meuble.fr qui est un promoteur de shopping dans le mobilier. On a des comparateurs, on a des sites de seconde main. Voilà, tous ces sites qui existaient dans la mode ont été repris, ont été déclinés sur le mobilier ces dernières années. Et puis on a des nouveaux pure players, donc c'est des sites dont vous avez entendu certainement parler, comme Net.com, parce qu'ils sont très présents, très visibles, ou Milibou, qui est français d'ailleurs d'Annecy, et qui sont arrivés il y a seulement 4 ans, en 2015. Et ces sites-là, donc ils sont pas multimarques, donc c'est des fabricants monomarques, et souvent avec un showroom dans un pays, si je prends le cas de Net.com. Donc pour nous, là en ce moment, Net.com fait beaucoup de pubs sur le jardin. Donc il y a des collections courtes, éphémères. Donc le positionnement est plutôt moyen de gamme, mais voilà, c'est quand même un concurrent indirect sur le e-commerce. Avec du sur-mesure, non, toujours? Oui, c'est toujours le même concept, ouais. Sur des collections courtes, donc il Il fabrique vraiment, il attend ça. le nombre de commandes et un compteur, voilà, il fabrique par rapport au nombre de commandes qu'il a. Et on retrouve des collections qui sont quand même, là, en ce moment, il y en a des collections qui sont assez proches quand même de nos gammes phares de Luxembourg. Après, si les modèles, c'est des purs vraiment, et ils sont dans la data, c'est des purs players avec des fonds d'investissement, donc très 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 visible. Voilà, donc il y a quand même une bonne croissance de ce canal e-commerce en mobilier. Par contre, il y a aussi des obstacles, des freins qui se caractérisent. Donc il y a quand même une dépendance au réseau physique qui est très forte. On a des revendeurs, c'est pas simple de faire du e-commerce de mobilier, pas simplement parce que c'est pour des raisons de logistique, la supply chain qui est compliquée, le stockage qui est D'ailleurs, c'est un marché qui fonctionne différemment des autres marchés, puisqu'on a une production à la commande, à part Ikea qui stocke, et nous on a peu de stock, et c'est aussi le cas pour les autres fabricants. Voilà, parce que le stockage est volumineux, le transport c'est aussi compliqué, alors quand c'est déjà sur le périmètre français, mais quand on envoie, ne serait-ce qu'en Allemagne, il y a plusieurs ruptures de charge, des emballages qui peuvent être malmenés, et puis on est saisonnier, donc on fait
Non, pour l'instant une seule. Ah oui. Alors après, nous on fait de la pré-vente au mois de septembre pour vendre pour les magasins et du stock et les revendre à l'intérieur et du stock à partir de février, démarrage de la saison. Mais c'est 20% du business. Hein. L'essentiel, se fait entre Mais là, vous êtes dans mars. une logique B2B. Alors que là, c'est une logique B2B ou B2C? Comme Là, vous parlez de ça. non, là, c'est pas, c'est du B2B. En fait, Ah, c'est les d'accord. sites, là, je parle des sites auxquels on revend, qui vont revendre aux particuliers. Mais derrière, le client final, c'est le particulier. Ah oui. On a quand même, voilà, on est sur c'est du B2B2C. Et le particulier, il n'achète pas sa table de jardin en novembre. Et sur ce transport qui est aussi compliqué parce qu'il y a plusieurs intervenants, c'est une branche qui est malmenée, voilà, avec des. C'est pas très fiable non plus au final. Une livraison qui est encombrante, voilà, donc ça s'appelle du pas de porte, c'est pas la vie dans une boîte aux lettres ou dans une box, voilà, c'est. Et pour inciter l'éventuellement des ventes du particulier, des achats de particuliers un peu en amont, est-ce que vous procédez à une politique de promotion, d'incitation ou pas sur le prix? Non, on en Parce que parlera ça après, peut être un moyen Auprès de nos revendeurs, oui. Qui prennent du stock en amont, comme ça, nous on produit en automne et on livre en février. Mais c'est pas répercuté sur le client. Non. Non, parce qu'on a une politique de marque et on considère que la promotion ne fait pas partie des axes sur lesquels on produit la promotion. Et puis aussi, ce qui est compliqué à gérer, mais c'est le cas pour différents secteurs, mais pour le mobilier aussi, pour je pense à des revendeurs qu'on a, des magasins qui se mettent à faire du online, ce qui est compliqué aussi, c'est les investissements dans des outils informatiques, tout ce qui est application, à la quand ils démarrent un site pour eux, c'est un bon investissement et c'est un autre métier, donc ce croisement voilà, est compliqué. Alors, ici, un mapping de nos différents distributeurs e-commerce, donc on est vraiment toujours sur la revente à des sites de revente aux particuliers. Donc on a d'un côté tout cet écosystème de pure players, donc là on a pas seulement des Français mais des étrangers, alors essentiellement des gros sites qui sont des pure players de mobilier. Ici les spécialistes, donc ça va être les sites e-commerce de luminaires, de déco ou spécialisés jardin. Voilà. Ici, on a. Alors là, j'ai quand même situé les retailers. Alors, c'est ceux qui étaient à la base des retailers physiques et qui se mettent à devenir très actifs sur le online. Et du coup, ils vont aussi acheter des AdWords, ils vont aussi se passer sur Google. Donc là, on en a aussi un petit paquet et on en a aussi des plus petits qui ne sont pas représentés. Et puis, il y a tous les spécialistes sur le réseau dont parlait Frédéric, qui commence à investir aussi sur le digital et qui se place. Et voilà, il faut arriver à faire cohabiter tout ce petit monde. Et le support, c'est le web, c'est ces toiles. Et du coup, il y a des guerres de territoire, des positionnements sur Google. Donc, c'est pas simple pour nous en tant que marque d'arriver à garder cette cohérence. Mais on essaye. Surtout, ça s'accélère. Ça s'accélère. Globalement, ça s'accélère. Chaque saison, on a des nouveaux points qu'on n'avait pas avant sur ce canal-là. C'est vrai que ça fait 3 ans que je suis là et je vois que ça monte en puissance et cette année, ça va être les jardineries qui vont arriver sur le web par rapport au retail. Il y a une complexité. Du coup, petite question par rapport à la perception et le prix. Parce que chez vos spécialistes, ils savent justifier un prix qui est quand même assez élevé. Mais les généralistes font comment? Comment vous les aidez en fait à c'est des généralistes dans l'immobilier, mais ça reste quand même des spécialistes. Si on prend tout le global e-commerce, ça restera des spécialistes. Pour nous, c'est des généralistes dans l'univers du meuble, mais on reste quand même sur un réseau de spécialistes. On choisit quand même des sites e-commerce sélectifs, voilà, qui ont un bon positionnement, qui sont quali, qui peuvent assurer un service client. Dans la vraie vie, je vois cette chaise. Bon, ok, elle est chère, mais effectivement, elle est quali, c'est vraiment une vraie différence. Quand je regarde online chez un généraliste qui va en pousser plusieurs, entre la chaise à 57 ou 59 et l'autre à 30 €, il va falloir que je puisse, en tant que client, sentir cette différence de perception. Après, c'est tout le travail qui va être fait sur la marque, la communication, le marketing, les outils qu'on va mettre en place.
le suivi auprès des sites pour qu'ils retranscrivent bien justement toutes les valeurs, tout ce qu'on veut communiquer. Voilà, ça c'est tout le travail qui est fait par Fairmob. La marque OK en France, on connaît tous Fairmob. Qui n'a pas Souris également à côté d'un meuble Fairmob, mais à l'étranger, puisque vous partez à l'étranger. Eh ben, l'étranger, oui, c'est un vrai sujet. Alors après, il y a une visibilité, nous on met en place aussi des campagnes à l'étranger, il y a nos revendeurs. Mais il y a une appétence là aussi pour la marque, donc on va travailler différemment. Aujourd'hui, Luxembourg, Bistro, c'est connu chez les Français. Sur les étrangers, alors là, je parle sommairement, ça dépend du site. Mais ils vont beaucoup communiquer sur ces gammes-là, sur le luminaire, voilà, ils vont travailler, et puis faire connaître la marque. Et c'est aussi à nous et à moi de les pousser pour tout ce travail de marque, de visibilité, sur le site, dans tous les outils de communication. D'un point de vue stratégique, on s'est servi entre guillemets des GSS il y a 10 ans pour donner de la visibilité à Fairmob parce qu'il y a énormément de trafic. Et on fait la même chose avec les sites de vente en ligne. Voilà, c'est quand même ça qu'on attend d'eux aussi. Donc ça nous aide à propulser la marque et la notoriété de la marque dans des zones où on n'est pas connu. C'est hyper important. Parce que sinon, il faudrait mettre un montant de budget marketing dans tous les pays, c'est juste que ça. Donc on va trouver des subterfuges pour faire différemment. Tous ces sites, quand ils présentent un produit, ont vos produits en stock ou ils sont en flux? Pas forcément. D'accord. On travaille sur le même modèle que le retail, que mes collègues qui vont, les collègues commerciaux terrain. Il y a une partie qui va être stockée et puis une partie en version parce que c'est compliqué d'avoir. Alors la grosse différence des sites pure player par rapport à un vendeur physique, c'est qu'il va avoir un partenaire. Certains vont proposer tout un made design. Il va être la vraie vitrine et d'ailleurs beaucoup même de particuliers vont voir par exemple un site comme Made in Design avant d'aller dans le magasin. Ils auront du coup ne pas stocker toutes les références, il y en a des milliers, toutes les couleurs c'est possible. Donc ils vont se stocker à la fois sur des baisses et puis ils vont prendre la partie prise sur les nouveautés. Oui, après toute la problématique au parler armé, la saisonnalité à gérer, ça c'est un vrai challenge et c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il y a des gros enjeux de fabrication et de supply chain derrière. Oui, parce que vous allez livrer le site ou vous livrez directement le client qui a... Non, on livre le site. Vous livrez la canif qui après livre le client? Oui. Il n'y a personne qui vous a demandé de livrer en direct. Si, tout le monde. Le dropshipping, tout le monde en rêve, beaucoup en rêve. Donc justement, c'était la conclusion de ma présentation parce que c'est un vrai sujet. Et je pense que d'ici quelques années, ça va être certainement, les marques vont se mettre à faire du dropshipping. Et il y a d'autres marques scandinaves qui le font pour des Allemands, notamment les Danois qui le font. Alors après, les délais sont... Vous êtes bien arrivé à maîtriser le fait que ces gens-là ne revendent pas en tant que vendeurs tiers sur des marketplaces généralistes, mais pas... Après, on les surveille, on les veille, et puis après, ils le savent, ils sont briefés. On est sélectif aussi dans le choix de nos partenaires et ça prend du temps avant qu'on ouvre un compte. C'est pas super, une école 400 000 euros de vente, non, c'est pas du tout ça notre démarche. Donc du coup... certifié quelque part. Ouais, il y a un côté... Là, je travaille sur une charte online et, qui devient de plus en plus importante avec toutes ces conditions, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire. Il y a des choses qu'on va dire aussi oralement quand on va se voir, mais après ils nous suivent quand même. Et puis s'ils ne le faisaient pas, alors c'est un partenaire avec qui on va répondre de travailler. Après on est plus embêté pour des petits, des fois, ou des petits revendeurs, d'un coup on voit sur Amazon il y a une telle visibilité, donc ça va remonter sur l'Allemagne, ça va remonter sur l'Espagne, sur le UK, puis c'est le même. Donc si on le localise c'est bien, mais là on en a un depuis 2 ans, en allemand on n'arrive pas à le localiser, il y a une adresse un peu fantôme, c'est une maison, il n'y a personne, donc voilà, c'est un aussi à ce cas de figure. Continuer, donc voilà, pour Fairmob, c'est la part un peu différente de l'export par rapport à la France. On a une grosse croissance, on a une grosse part de l'export et une grosse croissance sur les pays export, notamment Allemagne, Scandinavie, qui sont très dynamiques en e-commerce. Et puis les pouvoirs d'achat aussi élevés. L'Allemagne, il y a une particularité liée aux frais d'expédition, retour gratuit. Oui, il y a un dynamisme e-commerce. Oui, ils sont très. Mais on pourrait se dire que le UK aussi, c'est un gros marché e-commerce.
Alors le UK, il se traite différemment parce qu'il y a des monopoles d'Amazon, de eBay, il y a très peu les mêmes pour lesquels on retrouve, et pour d'autres business c'est compliqué le UK. Donc on n'a pas ce phénomène de dynamisme commerce. Et puis après d'autres publicités pour la Scandinavie, il y a aussi la logistique est un frein, c'est compliqué, du coup on a aussi un monopole d'acteurs sur ce marché-là. Alors, on a vu une croissance rapide, il y a une concentration des pure players, mais en même temps, il y a une multiplicité des acteurs qui entrent sur ce canal. Et puis, il y a l'européen aussi. Oui, quand on a démarré. Cross-border. Excusez-moi. Oui. Je reviens sur le slide. Vous n'avez pas l'Espagne, le Portugal, vous avez les dessus parce que j'ai l'impression que j'ai. Non, mais c'est juste. L'Italie, il y a toutes les marques italiennes, et puis le e-commerce, c'est pas trop. On n'a pas développé en fait, on n'a pas cette habitude-là. Le e-commerce, il y en a, il y a des mais dans notre activité, c'est ça, il n'y a pas de. Non, et l'Espagne, c'est pareil. Alors, du coup, il n'y a pas du e-commerce, c'est compliqué. Non, mais il n'y a pas de pouvoir d'achat sur La question, elle est intéressante, mais on C'est le pouvoir d'achat, mais c'est pour positionnement prix. C'était le sens de ma question, en fait. Elle était vicieuse. On pourrait penser à du oui, du. En regardant effectivement les pays du Nord, on se dit, regardez un petit peu les pays, on sentait du pouvoir d'achat entre guillemets différent. Et c'est un lien entre guillemets entre le pouvoir d'achat et justement les il y a deux choses. En fait, on vend plus de mobilier d'extérieur en Scandinavie qu'en Italie et en Espagne, mais largement plus. Parce qu'en fait, il y a une culture d'extérieur qui est très différente de la nôtre. Donc l'apéro, il fait 0 degré, là vous êtes dehors et vous avez une plaide, ça c'est une réalité. Et en plus, il y a un pouvoir d'achat qui est important, il y a une grosse middle class qui a de l'argent, il y a très peu de pauvres, il y a très peu de riches. Alors que nous, c'est un peu l'inverse. Et du coup, on vend énormément, on vend autant en Scandinavie. Puis ils sont très déco aussi. Exactement, Ils changent très plus souvent les déco, intérieurs. ils sont très attachés au design, à la couleur. On a des produits qui matchent bien avec ça. C'est peut-être dans le domaine quand même. De mémoire, le marketing, c'est tout dur. Je vous disais, c'est l'histoire des deux commerciaux qui vont en Afrique, là, chez Nike. Allez voir s'il y a un marché en Afrique. Donc, c'est deux commerciaux de Nike qui partent. Il y en a un qui arrive qui dit bah non, on marche tous pieds nus, donc il n'y a pas de marché. Puis il y a l'autre qui revient et qui dit c'est super, il marche tous pieds nus, il y a super marché. Donc le sens de ma question, c'est de dire est-ce que demain la marque Fairmeuble, justement, c'est pas justement pousser la marque sur ces pays du Sud qu'on ne voyait pas. Enfin, je dis ça comme ça. Non, mais bien sûr qu'on y viendra. Après, comme on est en gestion de croissance, on va là où il y a le plus à fond. En gros, on est pragmatique. Et en plus, le truc qui est compliqué en Italie, si on parle de l'Italie, c'est que toutes les marques de mobilier d'extérieur importantes sont en Italie. Et comme ils sont très italiens dans leur manière d'acheter, c'est pas évident. Donc, on y arrive petit à petit, mais après, si on doit mettre des priorités, c'est Chine, États-Unis, Allemagne. Espagne, Italie, on avance doucement mais sûrement, on peut faire beaucoup mieux, mais on est... Prenez les prêts d'Italie, ouais, mais ils achètent italien, ils achètent Mais ils achètent, il faut acheter 14 chaises longues alignées. Mais à contrario, vous n'achèteriez pas, vous allez acheter du mobilier de Fairmeuble en France, vous n'allez pas acheter du mobilier italien. Attention à la réponse. Non, mais c'est... au niveau des spécificités de ce canal, alors pour nous, ce qu'on identifie, c'est malgré tout une fragilité des modèles économiques. Au niveau de la rentabilité, derrière, la chaîne logistique, elle pèse très lourd. Les investissements marketing sont colossaux. Après, il faut rester à la page sur les systèmes ERP, tout ce qui est IT. Donc le bénéfice final, pour certains sites, il n'est pas toujours là. Donc on est vigilant aussi sur la santé financière de nos partenaires. Donc ça, vous l'aurez bien compris, on a une visibilité forte de la marque due à la notoriété et du coup ce qui génère un fort trafic sur les sites. Et du coup, nous, l'envie des marketplaces de travailler aussi avec une marque comme Fairmeuble. On en a parlé aussi de la politique commerciale sous tension. Parce que la particularité aussi, alors dans le retail, en fin de saison, nos revendeurs peuvent plus ou moins faire des remises, voilà, ça reste local. Alors quand il y a du stock chez nos retailers, nos sites e-commerce par contre, qui commencent à faire des promos, ça on n'aime pas trop. Donc, surtout chez les étrangers, voilà, et même des fois ils ne comprennent pas, quand on leur dit, ils vont
mettre deux chaises couleur cactus. Et du coup, c'est tellement visible que ça remonte et ça déstabilise le marché. Ça, vous gérez au cas par cas. Ouais, c'est au cas par cas. On n'a pas le choix. C'est du téléphone, parce qu'en plus, il faut être prudent par rapport à. C'est politique. Non, c'est politique, c'est un vrai sujet. Il y a la gestion des sols, les ventes privées, plus des montées d'animation, d'opérations commerciales type Black Friday, auxquelles on ne participe pas, mais voilà, qui vont se poser un jour. Des demandes de produits spécifiques de la part de nos partenaires, les problématiques de saisonnalité. Donc voilà, et puis aussi au niveau des sites web, c'est de pouvoir relayer cette information de disponibilité de produits, de délai sur les sites. Et ça, c'est pas simple. On travaille sur ces sujets, c'est l'équipe de Benjamin. Il y a un vrai sujet. Et le mobilier, c'est aussi une expérience d'achat qui est impliquante, c'est pas de l'achat d'impulsion. Alors le luminaire, c'est différent, mais du coup, il faut que le client ait quand même une expérience d'achat, comme on dit, c'est un peu le terme sans couture, c'est important. D'être livré en temps, en heure, que les produits soient bien livrés. Donc, on a quand même des enjeux sur le mobilier. Après, c'est important pour nous de diversifier aussi ces acteurs parce qu'on a une concentration des sites e-commerce, de la complexité du business model. Donc, on regarde aussi pour capter d'autres sites féminines sur des sites qui travaillent différemment. Et puis, aussi tout l'apport qui peut être fait par rapport aux luminaires et au réseau d'éco qui nous permet aussi de travailler avec d'autres typologies de sites e-commerce. Il faut s'adapter au boom du B2C. Alors je dis ça, on est sur un canal, c'est plutôt nos sites qui vont s'adresser aux particuliers, mais derrière il faut quand même qu'on pense, nous, cohérence de marque, et qu'est-ce qu'on veut communiquer aux particuliers et qu'on soit tous en phase par rapport à ça. Il faut soutenir la croissance des marchés les plus porteurs, donc c'est tous les sites e-commerce, ils ont des besoins de contenu, de visuels, de vidéos, de fiches produits. Ils ont des grosses demandes. Aujourd'hui, les collègues Nicolas et Benjamin travaillent encore sur la mise en place d'un PIM qui va pouvoir aussi nous aider à aller dans ce sens-là par rapport à ces demandes. Il faut proposer donc, avec l'ADN du pure player, donc ils ont quand même, alors avec Farmux c'est un peu différent, mais les paniers moyens sont plus faibles dans le retail, et ces histoires de surstock. Il y a une instantanéité, donc ils réagissent vite. Ils peuvent nous mettre une OP le lendemain, déclencher une OP, on ne va pas être au courant, du coup les revendeurs vont hurler, donc il faut réagir. Et puis après, on a aussi des marchés avec des spécificités, des habitudes de consommation différentes, que ce soit les moyens de paiement. Donc il faut aussi travailler avec toutes ces spécificités. Des Allemands qui vont venir vendre en France et qui vont nous mettre un escompte à 5% parce qu'ils ont l'habitude de ça, non, c'est pas possible. Voilà, il y a toutes ces approches commerciales, donc aussi de gamme différentes en DSS et en retail, qui peuvent aussi arriver sur la toile, pas toujours bien avec des prix différents. Et on a une forte concurrence, alors surtout à l'export. En France, on a moins ce souci, mais sur l'export, on a énormément de concurrents. On parlait des marques italiennes, mais on a toutes les marques scandinaves qui sont très dynamiques, qui sont très présentes. Là, j'en ai quelques-unes, mais ce n'est pas forcément Et puis, il y a tout ce business cross-border. Là, j'ai pris par exemple l'exemple de Made in Design. Bon, je vois l'Italie, il a 4 versions de site et il est capable de vendre dans l'Europe, dans le monde entier. Et du coup, ça peut être des frais de port qui sont différents, donc ça peut déstabiliser le marché local qui n'a pas les mêmes frais de port, surtout quand on pousse la quantité de frais de port, c'est pas toujours compris. Ça peut être des prix publics, il faut veiller à ce que les prix de revente soient légaux. Voilà, il y a toute cette notion de cross-border à intégrer et à suivre, et puis aussi à répercuter auprès de nos revendeurs. Donc là, au niveau de la politique commerciale, donc déjà on travaille beaucoup, enfin moi je travaille beaucoup sur l'offre par rapport au site, qui va référencer. Les nouveautés, c'est important aussi, de favoriser les compléments de gamme, de faire de la vente additionnelle, ce qui est le cas, les luminaires, les accessoires. Il y a aussi l'offre de la marque à pousser.
C'est ce travail de valorisation de la marque, donc il faut que la marque elle soit visible, qu'elle soit bien catégorisée, qu'elle soit sur la page marque, qu'elle soit sur la homepage. Voilà, c'est tout le travail qui a été fait là, au mois de mars pour lancer la saison. Il y a aussi les aspects de désaisonnalisés. Donc ça c'est une problématique commune à tous les réseaux, donc avec le luminaire, au moment de Noël, voilà, être présent sur le terrain, pas seulement pendant la période outdoor. On a des actions marketing, alors c'est une grosse force de Fairmove, le marketing et la communication, des bons outils, donc on reprend aussi sur le digital. Il y a des adaptations aussi qui sont faites, des OP spéciales selon les sites. Par exemple en ce moment sur Made in Design, un jeu concours pour la clinique, un événement qui va lancer cette année pour les 30 ans de Fairmove. Des mises en avant qui peuvent être sponsorisées sur le site ou en site, des partenariats. Là, on a un gros partenariat avec Principalement qui a racheté la e-boutique d'un plus gros site de déco en Allemagne, qui travaille aussi avec le programme de fidélisation Miles & More pour convertir les miles en bon d'achat. On va être sur la partie mobilier outdoor. Et puis la mise en place de cette charte online, alors là c'est un sujet on va dire hyper délicat, mais nécessaire, voilà, de rédiger une charte qui sera diffusée pour tous les revendeurs et qui est encore en relecture juridique et puis qui vient de plus en plus s'élargir chaque année, parce qu'il y a plein de sujets au niveau du positionnement, des droits à l'image, enfin voilà, il y a plein de sujets. Vous arrêtez d'en faire un document contractuel? Là, on travaille, on va en faire un. Du coup, au départ, il y a beaucoup de marques qui sont dans le cadre, et c'est des marques de luxe, de produits cosmétiques. Il y a aussi un Allemand, du coup, j'ai pu récupérer aussi ce qu'un Allemand avait fait, qui s'en a rayé. Du coup, nous aussi, on a des outils déjà, on a déjà des contrats sur le retail, donc c'est faire un mix de tout ça pour en faire quelque chose de contractuel, effectivement. Par exemple, par revendre sur les marketplaces, qu'est-ce qu'on veut faire Et puis voilà, toutes ces politiques de prix de revente, genre d'équivalence pour le consommateur. Voilà, ça, c'est quelques exemples de ce qu'on peut faire au niveau de l'animation commerciale, à la fois sur les sites, à la fois sur les flux. Je parlais de visibilité juste. Ah, pardon, si tu peux remontrer Carus. Carus, c'est un. Combien d'exemplaires il faut ce catalogue? Ils ont deux catalogues. Alors, il y en a un qui est tiré, le plus gros, il va être à 300-400 000. Il y a 100 000 exemplaires et nous, on est en couverture. Donc, c'est bien. Ça nous aide. Voilà. Là, on est de nouveau en couverture pour des exemplaires qui sont tirés à 1,2 million, à la fois dans tous les magazines de déco d'Allemagne. Et des OP comme ça, on en a plusieurs. Plus des petits spots télé, là c'est un hollandais. On en a un autre là, qui va faire aussi un spot télé pour générer du trafic sur son site. Donc après on a des demandes, oui, est-ce qu'on peut faire une promo parce que si on a du trafic sur notre site, on aimerait bien faire mode, est-ce qu'on peut offrir une chaîne Luxembourg? Alors sur le principe c'est super, mais derrière le réseau va hurler, donc voilà, on se pose pas de questions et pour l'instant si on ne fait pas, on ne peut pas faire. Plus, voilà, je vais parler des blogs, accompagnement avec les influenceurs, voir aussi ce qu'ils font. Alors les ambitions sur le e-commerce, c'est aller plus loin, parce que ça c'est la force du canal, de faire du cross-border, de toucher d'autres pays, voir demain est-ce qu'on peut trouver un partenaire dans un pays de l'Est qui va bien. Voilà, sur l'Europe, c'est rentrer dans le top 3 du mobilier outdoor. Aujourd'hui, comme je vous disais, il y a les Italiens, les Scandinaves, donc c'est grappiller du terrain et on grappille puisqu'on a une croissance. C'est devenir aussi un acteur référent luminaire, parce qu'on a eu un très fort démarrage avec le plan de balade il y a 3 ans. Et on est très bien placé sur les sites e-commerce. Et du coup, il y a encore un territoire vite qui est vite pris d'assaut. En fait, il faut aller très vite. Donc il y a tout l'aspect de visualisation des meubles en 3D, donc ça c'est le sujet de la maman Nicolas, mais qui est hyper important pour les sites web, pour faire des zooms, pour toute la stratégie de distribution sur le marketplace. Voilà, on réfléchit sur lesquels, la revue, pas, les telle offre. Après il y a tous les impacts de supply chain, ça va être compliqué, le dropshipping, chez nous en interne,
faut gérer aussi le service client, les retours, le SAV, donc voilà, ça a des impacts, c'est un autre métier, donc il faut avoir les ressources aussi de le faire. Et voilà, et pour clôturer, cette histoire de dropshipping sur lequel donc c'est l'envoi directement aux particuliers, qui ne connaissent pas le terme. On le fait déjà, alors via le site internet en France, et on le fait pour un client, mais déjà juste par récupération des données, c'est pas simple. Donc là, il y a un sujet parce qu'il y a des demandes, même ne serait-ce que pour du réassortiment, quand il n'y a pas de stock, ça peut être pour livrer le client rapidement. Puis éviter ces retours de charge beaucoup plus chers. Vous communiqueriez société green, moins de CO2. Oui. Non, mais après, on mutualise, mais c'est aussi un métier. Voilà, il faut avoir les bons partenaires. Il faut puis tenir aussi les engagements, même sur une marketplace, derrière des indicateurs de qualité. Et même si on commence à livrer pour nos clients, ne serait-ce même ça peut être des magasins, ou, derrière, il faut pouvoir tenir. C'est la gestion de la data. Oui. Parce que là, le stock est supporté par nos revendeurs. Ah ouais. Voilà, je vais laisser la main à Nicolas sur la suite.